Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 3e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste québécois Yannick Paquette, star incontestée du comic book américain, qui a travaillé avec les plus grands scénaristes, dont Alan Moore, Grant Morrison et Jeff Lemire, ainsi que sur les franchises les plus populaires, notamment Batman, Wonder Woman, Swamp Thing. Je l'ai rejoint à son atelier alors qu'il met la dernière touche à la reprise de l'Incal pour le compte de la division américaine des Humanoïdes Associés. Yannick Paquette, salut! Bonjour! Première question de fond, mon cher Yannick. Comment vas-tu? Je vais bien quand même. L'année passée, c'était un peu tough là, avec l'actualité et tout ça. Puis c'est encore, honnêtement, l'actualité, ça c'est pas bien mieux. Ben, moi, je vais mieux. Fait que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Fait que l'été arrive. Je vois la lumière au bout du tunnel de certains de mes projets. Fait que voilà. Et tu as recommencé à fréquenter les conventions, notamment aux États-Unis. Ouais, ben pas cette année. En fait, cette année, j'ai fait de Vancouver. Fait que c'est une convention, mais c'est évidemment au Canada. L'année passée, j'avais fait Boston. Tu sais, j'y vais tranquillement, pas vite. C'est un retour. Tu remontes sur le chemin doucement. Là, tu vois, ma prochaine, c'est Orlando, en Floride, où le masque est non seulement pas obligatoire, mais presque interdit. Fait que ça va être ça qui va être ça. Mais moi, je vais avoir mon masque puis mon hazmat suit tout le long. Là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que la convention, c'est bien le fun. C'est là que tu rencontres ton monde, puis merveilleux, sauf que je peux difficilement imaginer une pire place dans le contexte de la COVID. Là. C'est mur à mur de monde qui n'arrête pas de te serrer la main et de parler. Là. Fait que voilà. Mais j'imagine quand même que ça fait du bien de retrouver un peu les lectrices et lecteurs dans ces époques. Oui, ben, surtout dans mon cas, je suis en transition dans ma carrière. J'ai fini Wonder Woman with Earth One. Je quittais DC. Puis là, il y avait je fais quelque chose pour les humanos, je fais plein de covers aussi, sauf que c'est un moment de OK, là, ma réalité professionnelle a changé. Il y a quelque chose d'insécurisant là-dedans. Puis les conventions, veux pas, ça te donne un petit boost d'ego à toutes les fois, là, d'avoir un line-up de monde qui sont contents de te voir, qui trouvent que tu es bon, nanana. Fait que tu t'en rends pas compte, mais quand tu tires la plug là-dessus pendant 2 ans, à un moment donné, tu commences à avoir des doutes intérieurs, tu dis, ouais, ça-tu encore de l'allure ce que je fais? J'ai-tu rapport? J'ai-tu bien fait de quitter des cibles? Puis là, tu sais plus trop, tu sais pas où le monde. C'est vraiment plus un. C'est comme t'es pris avec tes propres démons artistiques et tout. Là. Tandis que le retour à la convention, c'est comme une espèce de OK, le monde sont encore intéressés à mon existence. Ça donne un peu de courage. Le comic, c'est bien. L'art en général, j'imagine, c'est bien quoi un sacrifice personnel de travailler chez vous, puis d'être tout seul, puis de savoir que quelqu'un est intéressé par le travail, ça encourage un peu quand même. Là. Puis les conventions, mais c'est ça que ça marche pas. Tu parlais d'avoir quitté DC Comics. C'est donc dire que tu as eu pendant un certain temps un contrat d'exclusivité avec cet éditeur américain-là. Oui, j'ai eu. Une minute, là, il va falloir que tu ailles sur Internet pour savoir les dates. Moi, j'ai signé avec eux quand j'ai fait Return of Bruce Wayne. Entre Return of Bruce Wayne, que j'ai envie de dire 2008. L'Internet, ça sert à ça. On checkera sur Internet éventuellement. Jusqu'à 2020, j'ai été exclusif avec eux autres. Là. Fait qu'il y a une espèce de confort là-dedans, mais aussi une paresse un peu. Là. Il y a moins de challenge quand tu connais vraiment tes repères trop bien. Fait que c'est ça, j'ai été exclusif avec eux autres pendant très longtemps. Et au moment où j'ai quitté, en partie, j'ai quitté oui et non, parce que je continue à travailler pour DC, je continue à faire des couvertures, tout ça. Là, fait que c'est pas vraiment quitté, là, mais je suis plus exclusif avec eux autres. Donc, j'ai accès à faire des covers pour Marvel, chose que je fais ces temps-ci, pour Boom. Puis bon, le gros morceau que je fais, c'est chez Humanoid. Mais initialement, c'était un peu insécurisant, surtout dans le timing que j'ai fait à ce moment-là.
les comics sont en transition là, ces temps-ci. Là. Surtout avec le COVID, ça a comme accéléré un peu cette transition-là. Toi, en tant qu'ancien propriétaire de magasins de comics, tu en sais quelque chose, mais la distribution a changé Ouais. avec certaines embûches dans la transition, tout ça. Mais aussi, maintenant, DC a presque plus d'exclusifs. Avant, c'était l'espèce de guerre d'exclusivité entre Marvel puis DC. Ça a toujours été une espèce de comme des clubs de hockey qui s'échangent des joueurs, puis il y a comme une rivalité, tout ça. Mais maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il y a très, très peu d'exclusifs. Tout le monde qui est exclusif, finalement, ont eu leur liberté avec l'opportunité de continuer à travailler avec DC, comme c'est mon cas. Mais il n'y a plus cette sécurité-là. Ce qui probablement est une bonne chose pour moi parce que c'était le temps que j'explore d'autres choses aussi. Là. Mais de perdre cette sécurité-là dans un contexte où l'industrie semble beaucoup changer. Là. DC s'est fait vendre une couple de fois. Il y a plein de monde qui se sont fait mettre à la porte. Toutes les fois que ces grosses corporations-là s'achètent un morceau comme Warner Brothers ou DC, il y a toujours quelqu'un qui débarque et dit OK, on peut-tu optimiser? Puis là, il flush la moitié du monde qui savent comment ça marchait. Fait que là, tu te ramasses avec des jeunes qui ne savent pas trop ou qui sont bien insécures puis qui vont suivre une ligne éditoriale très, très proche de ce que Warner veut. Fait que des fois, c'est moins créativement intéressant. Puis même chose pour Marvel. On pense que Marvel est en une position de winner avec tous les films qu'ils font. Mais la partie publishing, moi, j'ai été surpris. Là, je recommence à faire par plaisir pratiquement des covers pour eux, mais ils me payent moins cher que DC. Ils me payent moins cher que Boom. Ouais, je te jure. Les indépendants payent mieux, ils ont un meilleur cover rate. Puis l'argument là-dedans, qui est valide d'une certaine façon, c'est que les covers, les originaux, ça vend très, très bien. Là. Tu sais, quand tu fais un cover de X-Men, après ça, moi, je reçois des collectionneurs qui m'appellent avant même que j'ai dessiné, ils savent que j'ai dessiné, ils se mettent sur la liste. Ça. Sauf que moi, je suis digital, fait que c'est l'appât du gain de OK, je vais travailler à rabais pour Marvel, mais après ça, je vais revendre l'original, ça va avoir plus cher. Il est moins évident, tu sais. Hein? J'aime mieux être payé bien sur le coup, comme par chez DC, par exemple. Voilà. Puis j'ai parlé à des collègues, puis tout le monde est dans la même position. Étrangement, Disney / Marvel ont les rates les moins intéressants quasiment ces temps-ci. Hein. C'est fou parce que quand tu es arrivé dans le milieu du comics américain au début des années 2000, une vente moyenne d'un comics, là, d'un titre relativement populaire chez Marvel, par exemple, ça pouvait se vendre à 100 000 exemplaires. Mm-hmm. Aujourd'hui, un titre qui vend et qu'on sort le champagne, là, on parle de quoi? 10 000? 15 000 copies? Bon, non, faut... Ah ouais, j'ai pas checké les chiffres. Ben, écoute, décourage un peu. Yannick, tu vois, par exemple, chez Image Comics, là, David Lafemme qui fait Stray Bullets, mm-hmm. il vend pas plus que 5 000 exemplaires. Ah, yeah, c'est impressionnant. Mais en même temps, dans le contexte de Image, c'est différent. Dans le contexte de Image, ils font une partie de leur... Tu sais, c'est plus du long terme. Tu as les trades qui continuent à générer pendant des décennies des revenus. Puis après ça, il y a toujours l'opportunité de peut-être vendre les droits parce que tu es propriétaire de tout. Évidemment, chaque comic que tu vends, le pourcentage qui te revient en profit est complètement différent de ce qui est le cas avec chez DC et Marvel. Moi, j'ai des fractions de scènes là, par comic là, vendu. Là. Fait que j'ai un salaire intéressant au début, après ça, des fractions de scène, tandis que le modèle Image, c'est que tu as un gros morceau du profit du comic comme tel. Puis après ça, tu as toujours ce gros morceau-là pour toujours. Là. Fait que, au niveau créatif, tu peux essayer des trucs, tu es propriétaire, puis tu peux faire, financièrement, tu peux t'en sortir quand même assez bien, même en vendant des chiffres qui semblent un peu ridicules là, par rapport à Marvel et DC. Là. En fait, ce qui fait juste prouver que Warner ramasse beaucoup d'argent sur chacune des pages que je fais. Mais ça fait partie du deal. C'est eux autres qui ont Batman, tout ça. Là. Fait en même temps, surtout quand tu commences, ça catapulte ta carrière. Le bon, on aime Batman, puis tu découvres à travers ça. Puis après ça, tu peux aller faire Stray Bullet ou tu peux aller faire quelque chose chez Image. Puis là, ben l'espèce de following que tu as accumulé à travers tes années chez DC et Marvel, où eux faisaient le profit. Là, maintenant, c'est toi qui fais le profit. Normalement, c'est ça la structure. Et
c'est clair qu'il y a plein de monde qui prend avantage de ça. Là. Le fait que Scott Snyder, certainement DC n'ont pas décidé qu'il était tanné de travailler avec Scott Snyder. Là. C'est sûr que Scott a vu qu'il y avait financièrement bien plus d'intérêt à aller faire ses propres trucs, ça va très bien pour lui. Là. Puis il y a eu comme, au moment où je quittais DC et que les exclusifs sont disparus, il y a eu une espèce d'émigration, une espèce d'exode de ces gros vendeurs-là qui sont allés faire du creator own parce que c'est la taxe. Enfin, c'est la logique. C'est une deuxième vague, en fait, bien importante. Je ne sais pas, on est rendu à la combienième vague de créateurs chez Image, là, mais c'en est une importante, celle-ci. Là. Donc, en plus, il n'y a pas chez Image, mais genre créateur en général, le creator. Et justement, Yannick, ça t'a pas tenté, t'es pas tenté justement d'emprunter cette avenue-là, fort de la visibilité, de l'expérience et de la popularité que tu as. Tu serais pas tenté justement de tourner vers des plateformes comme Image ou Boom, donc où tu détiens les droits de ta création? Mm-hmm. Oui, bien éventuellement, c'est ça qui va arriver, c'est presque inévitable. Là, pour être totalement honnête, ces temps-ci, mon but, c'est d'arrêter de travailler, c'est de travailler moins. Fait que, parce que là, c'est ça, directement après Wonder Woman Earth One, c'était 3 gros chapitres, c'est un immense morceau de mon existence créative. Fait que là, je fais, bon, OK, je vais prendre un break, je vais aller explorer peut-être la création personnelle. Et c'est à ce moment-là que les humanoïdes m'ont approché avec l'Incal, qui est quand même quelque chose d'assez irrésistible, juste parce que l'importance que ça du livre. Fait que, puis ben ça aussi, c'est un autre gros morceau, c'est un autre chunk d'1 an et demi. Ah, on va me rembarquer dans une autre grosse patente. Fait que là, c'est ça que je vois la fin du tunnel, là, la lumière. Là, fait que c'est pour ça peut-être que je file bien malgré la guerre et la résurgence d'une autre vague de COVID. Je suis comme ah, cool! Ça va bien quand même. Parce que je vois la fin de ça. Et puis mon but là-dedans, c'est une réflexion que j'ai eue en travaillant sur un cadre, c'est que j'ai fait OK, la prochaine affaire que je fais, ça ne sera pas gros, là, ça va être comme un 5 pages. Oui, des couvertures, c'est toujours le fun. Mon calepin de commande est assez rempli de couvertures pour plein de monde. Puis je serais probablement capable de vivre très, très bien à faire juste ça. Puis c'est pas trop rushant. C'est une journée de travail par couverture. Puis après ça, tu peux te permettre de vivre. Puis je sais pas, là, j'ai peut-être une crise existentialiste, une genre de crise de midlife crisis où je me demande pourquoi exister, puis est-ce que l'espèce de sacrifice de travail continuel vaut vraiment la peine? Puis peut-être que je suis rendu à réduire le output, mais essayer de profiter de l'existence plus. Là. Chose que je ne fais pas vraiment. Je suis sûr qu'il y a bien des travailleurs autonomes qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Moi, je ne travaille pas ça à shop où est-ce que je mets des boulons sur une carrosserie, puis après ça, ben là, maintenant, c'est des robots qui font ça. Une espèce de job de même où, genre, je suis un plombier, j'ai décidé que ça, c'est les heures que je suis disponible, puis après ça, ben, je suis vraiment libre, puis il n'y a pas de toilette à réparer. Moi, il y a toujours une toilette going on, là. Même quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas assis devant ma cinétique à faire des pages, j'ai toujours une préoccupation de OK, cette cover-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux faire quelque chose de compliqué. Ah, c'est ambitieux. Ah non, je vais faire quelque chose de plus simple. Ça travaille tout le temps. Je ne suis jamais en congé. Ça a eu. C'est que la seule façon d'être en congé, c'est de refuser du travail et de te mettre dans une position où tu n'as pas de job. Et évidemment, des projets à long terme, c'est que tu as toujours de la job pendant un an non-stop. Là. Fait que tu peux difficilement, moi je peux dire, ça m'a comme, ces projets à long terme-là m'ont comme, tu sais, j'ai été ambitieux graphiquement sur Wonder Woman Earth One, puis aussi sur un cal, sauf qu'après ça t'oblige à garder cette barre-là, tu sais, pendant tout le livre, pendant toute la série, parce que là, tu ne peux pas décider, OK, je vais changer de style, je vais être minimaliste pour les prochaines pages. Tu ne peux pas faire ça. Fait que ça t'oblige à faire ça, puis c'est beaucoup de pression. Ah non, c'est des pages compliquées, j'en ai beaucoup à faire encore. Tandis que si tu fais 4 pages, j'ai fait pour Vertigo, c'est quoi le Nightmare Country, ça? Le truc. Bon, je ne me rappelle même pas des noms des trucs. Souvent, ça change à mi-chemin. Là, à part le temps que le monde connaisse ce livre-là, moi, j'ai travaillé avec la version avec le titre de travail. Fait
Fait que j'ai fait un 4 pages pour ça. Puis là, tu peux décider, ah, je vais être crazy ambitieux sur ces 4 pages-là, mais tu n'as pas de pression parce que c'est juste 4 pages, tu sais. Fait que t'es fait, puis c'est rushant, mais après ça, tu sais, je pourrais décider, OK, je vais faire du pointillisme là, à la Seurat sur toutes tes affaires. Ça n'a pas de crise de bon sens, mais tu as juste 4 pages. Fait que si tu surviens après ça, tu es OK, après une semaine, OK, c'est la folie, mais j'ai osé faire ça. Je le fais sans pression. Tandis que pour les travails à long terme, honnêtement, je suis aussi détaillé. C'est la même affaire, sauf que ça vient avec la pression de ça va être longtemps de même. Fait que, voilà. C'est le plus petit projet de couverture. C'était ça le but pour le restant de 2022, peut-être même 2023. Fait que d'une certaine façon, ça l'exclut au moins partiellement du travailleur, du creator own, qui va me demander encore une fois une espèce d'immense travail. Puis, je vais prendre ça relax. Ben, et surtout qu'en plus, il y a une nouvelle tendance dans le Creator Own qui sont les plateformes numériques comme Subtrack, par exemple, où il y a Chip Zdarsky, par exemple, qui produit du matériel en première fenêtre, puis les gens s'abonnent à cette plateforme-là. Mais bon, ça implique que, et là, Chip Zdarsky, c'est vraiment un champion en la matière, c'est-à-dire qu'il entretient son lectorat. Donc, il fait constamment des statuts sur sa plateforme. Il publie en première fenêtre différents récits. Est-ce que ça pourrait être aussi une avenue que tu pourrais envisager? Peut-être. Je veux dire, tu me parles de ça a l'air beaucoup de travail. Je suis comme... une affaire que ça me tenterait de faire, c'est peut-être... c'est ça. Au-delà de... Je vais prendre plus de commission. Historiquement, je refuse les collectionneurs qui me demandent des trucs. J'en fais en convention, c'est des affaires un peu plus simples, des trucs aquarelles. Ça me tente de créer genre un bracket de commission genre de luxe. Où là, je prends mon temps, puis je me rapproche du papier, puis je dessine des affaires que ça me tente. Là, puis éventuellement, je fais un artbook. Mais tu sais, il n'y a pas d'obligation. C'est les obligations. Puis le truc de Chip, c'est ça, c'est que tu es obligé de feeder continuellement. Là, puis le monde a des attentes, puis le monde attend après toi, puis ils en veulent. Puis là, moi, je veux que personne ne s'attende à rien. Puis que je puisse dormir pendant des semaines. Je dis ça maintenant. Check, ben, je sais que je vais avoir fini l'incal, puis là, je vais être là, dans mon spa, puis je vais faire comme ça y est. Liberté. Liberté sans 65, 64, pas trop comme dans les annonces. Enfin, je peux pogner mon beigne, puis rien faire. Puis ça me tente de dessiner, je dessine, puis ça me tente pas, je dessine pas. Là, ça va durer une journée, puis après ça, la deuxième journée, je vais faire comme il me semble que je fasse de quoi, là. Ouais. C'est ça, je me connais, c'est ça qui va se passer. Puis là, il va falloir que je me rappelle. Non, ne retourne pas dans la bête, dans l'engrenage, comme Charlie Chaplin qui se mangé par la. Il faut que je me rappelle que non, pour ma qualité de vie, aller vers la vie, plutôt voyager, cultiver des bonsaïs, des trucs comme ça. Bon, en attendant que tu cultives de bonsaïs, tu parlais de l'Incal. Ouais. Évidemment, c'est une œuvre monumentale, et non seulement dans toute la francophonie, mais je pense sur la planète. Donc, Jodorowsky et Moebius. Alors moi, j'aimerais que tu... film en plus, là. Ils font un film? Oui, c'est... Jodorowsky, c'est pas lui qui écrit mon scénario parce qu'il travaille 100% sur le film, puis c'est... Mais non, je sais pas que je me rappelle jamais comment... Le gars qui a fait What We Do in the Shadow, là, qui a fait les derniers Thor, là. Ah, machin, là. Lui, il vient de la Nouvelle-Zélande, là. Oui. Il est super drôle, il est super bon, ce gars-là. Là. En tout cas, c'est lui qui fait un cal. Fait que ça risque d'être pas pire. Là. Moi, j'avais bien aimé. Je suis un gros fan de What We Do in the Shadow. Là. C'est complètement ridicule. Puis même les torts qu'ils ont fait, le tort un peu rétro, grotesque, là, ridicule, c'est un de mes films favoris de Marvel. Il y a comme un ton qui, je pense, va fitter parfaitement dans un cal. Un genre de over the top. Parce que
le livre, l'incal comme tel, c'est tellement complexe, tellement riche que tu peux le prendre de plein de façons. Il y a du monde qui voit dans l'incal une espèce de trip ésotérique méditatif. Il y a une partie très, très justement énergétique, spirituelle et tout ça. Il y a une partie comme ça, mais il y a une partie aussi très politico-ridicule où est-ce qu'on se rend compte que c'est une espèce de monde un peu dégénéré, ça n'a pas de bon sens, c'est comme il y a des espèces de contrastes de classe fantastiques, puis bon, il y a des personnages loufoques. Moi, je pense que c'est plus cette partie-là qui intéresse Mark Russell, qui est mon écrivain là-dessus. Mark Russell, qui a fait d'ailleurs, ça fait partie de sa palette, là, cette espèce on va parler de politique, mais du ridicule de tout ça. Là. Il a fait ça avec plein de titres. Ben, il a fait ça avec Flintstones où tu avais collaboré. Oui, il a fait ça avec Flintstones, il a fait ça avec Second Coming aussi. Billionaire Island. Oui, Billionaire Island. Puis la partie spirituelle, parce qu'il y a une partie spirituelle dans notre livre, ben là, c'est plus à la Jésus, là. C'est plus une espèce de religion complètement de folle furieuse qui détruisent l'univers un peu. Fait que c'est dans ce contexte-là. Fait que c'est ça qui résonne avec lui. Puis tu peux faire un calque qui est complètement d'autre chose. Le matériel initial, justement, c'est tellement riche. Mais nous, c'est juste 5 numéros qui vont faire un volume de genre 120 pages. Finalement, on m'a appris qu'on n'allait pas le sortir, même en anglais, on n'allait pas le sortir en petits chapitres, en petits comics, 5 petits comics. Ça va sortir en une brique en partant là, dans les 2 marchés. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, il y avait ça dans l'air. Honnêtement, c'est mieux comme ça, là, moi, je pense. Là. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sortent des mini-séries. Parce que le premier il vend bien. Puis par le temps que tu arrives au dernier, il ne vend plus. Tu fais juste sortir un, et ça va vendre bien, au complet. Ça va un peu plus cher. Oui, puis de toute façon, le marché est beaucoup en transformation. C'est-à-dire que les collectionneurs de comics qui en lisaient dans les années 70, 80, sont pas du tout de la même nature que les nouveaux lecteurs-lectrices de bande dessinée. Le fait d'acheter puis maintenant, les fascicules, je veux dire, un Batman, c'est 8,95 US. Oui, on va. Ah oui, c'est complètement fou. Un comic, là? Ah ben oui. Il y a certains comics chez DC qui sont, c'est les 80 pages, là, au lieu d'être des 32, mais je veux dire, c'est pratiquement presque le prix d'une compilation. Alors pourquoi collectionner? Je me rappelle de la bonne vieille époque, où est-ce que là, tu te rappelles-tu la ligne dans le sable, là? Il y avait comme une espèce de. Non, ça sera jamais en haut de 3 pieds. 2,99. Parce que. Ouais. Puis, bon. Mais en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, les Américains ont eu à redéfinir c'était quoi le comic. C'est quoi la place du comic? Est-ce que c'est une espèce de niaiserie que tu roules puis tu mets dans ta poche en arrière, puis que c'est pour les enfants, puis dans le fond, c'est surtout à mettre des annonces dedans. Moi, je me rappelle les comics. Justement, 32 pages, mais il y en a 20 pages là-dedans, c'est des comics. Le reste, c'est des annonces de tablettes de chocolat puis de musculation. De musculation, de jeux vidéo. Ben, ça a changé. Moi, quand nous autres, quand on était jeunes, on pouvait s'acheter des goggles qui voyaient à travers la linge, mais maintenant c'est plus des jeux vidéo et des affaires de même, là. Ou d'autres comics. Ça devient un peu. Fait que. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un comic, c'est comme un magazine, comme mettons Cosmopolitan? Là, Cosmopolitan, ils font leur argent avec les annonces de parfum puis de brassières fancy puis tout ça. Bon, fait que ça, ils font. Comme si je connaissais beaucoup mon Cosmopolitan, que je suis un expert, clairement. Oui, là, ça sonnait plus Châtelaine, ce dont tu parlais. Excuse-moi. C'est sûr que, on va prendre Châtelaine plutôt. Fait que, c'est sûr que tu as ta recette de buns à cannelle dedans, quelque part. Puis là, tu peux t'essayer ça, mais le monde achète ça un peu pour les deux. Puis le plan d'affaires, je soupçonne, c'est aussi notre revenu est publicitaire en grande partie. Ben oui. Puis après ça, tu le vends à perte, mais c'est pas grave, parce que dans le fond, c'est juste une affaire que tu lis, puis là,
tu jettes des poubelles, whatever, tu pars ton feu avec, puis tout va bien. T'sais. Fait que le comics, c'était longtemps un peu ça, j'ai l'impression. Et avec Image, où là, les artistes et les créateurs semblaient juste infuser de l'importance à leur travail un peu. Là. Walking Dead, c'est clairement pas juste genre une affaire pour vendre de la pub de d'autres choses. Non. Puis à un moment, ça a obligé à redéfinir le comic comme une forme littéraire quand même. Fait que là, tu tombes dans un contexte de même, puis c'est pas tous les livres qui font ça. Il y a des trucs de DC et Marvel, c'est clairement juste du bouche-trou puis du remplissage de quotas. Là. Mais une fois de temps en temps, il y a des trucs là-dedans qui sont ambitieux, qui sont sérieux, puis tu fais comme, OK, pourquoi pas approcher ça comme de la littérature, au moins, comme les Européens font depuis toujours. Ouais. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y en a certains qui approchent ça comme une plateforme pour aller vers le cinéma, comme Mark Miller, par exemple. Ouais. Lui, carrément, ses séries de bande dessinée, c'est des pitchs pour des séries télé ou des films. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est un autre modèle d'affaires. Ouais, c'est un autre modèle d'affaires. Idéalement, moi, ça serait bon. Il faut toujours... OK, le problème que moi, je vois là-dedans, c'est sûr que le vrai argent, il est dans les films et dans la série TV. Là. Le comic, même un super comic qui vend super bien, à un moment donné, ça plafonne un peu parce que le marché qui lit des comics, il n'est pas si immense. Il n'y a pas 500 millions de personnes qui vont lire ça. Là. Fait que, à un moment donné, ça plafonne. Mais en même temps, le danger d'en créer du stock seulement en tant que pitch pour la TV, tout ça, c'est qu'à un moment donné, premièrement, créativement, tu pourrais limiter ce que tu as envie de faire en comic pour que ça soit un peu compatible au moins avec la TV. Là. Ouais. Tu te rappelles-tu le comic, est-ce qu'il a fait ça, Le Trou? Tu sais, là, c'est comme un comic. Ben oui, c'est Le Trou, oui. Superbe. Ouais. Tu fais-tu une série de TV avec ça, mettons? Avec un trou dans ta TV? Non, tu sais, là. Fait si lui était juste mindé, non, moi, je vais faire du cash, du vrai cash, je vais aller vendre mon prochaine affaire à la TV, il se serait comme limité à des affaires trop conceptuelles de même. Tu ne fais pas ça. Bon, OK. Le deuxième problème aussi, c'est que tu peux décider de faire du comic qui ne prend pas nécessairement avantage du langage que le comic peut amener. Tu sais, là, parce que dans le fond, ce n'est pas important, c'est juste un storyboard pour la TV. Là. Puis moi, il est là le problème. Il ne faut pas que je crois en ce médium-là pour les capacités expressives que ce médium-là a et que les autres médiums n'ont pas. Ouais. Tu peux faire des trucs en bande dessinée que personne ne peut aucun autre médium peut se rapprocher. Là. Entre autres, au niveau de à quel point tu peux empiler beaucoup d'éléments d'informations dans un moment unique, dans une case. Puis, comme du monde comme Alan Moore, c'est un spécialiste de ça, là, des trucs dans Watchmen où chaque case, il y a comme un kid qui lit un comic, il y a une poutre de dialogue du comic que ce gars-là, il lit, plus une autre personne qui regarde le kid qui lit le comic, qui dit d'autres choses, plus du monde qui sont dans un environnement où il y a d'autres choses qui se passent. Puis c'est tous ces éléments d'information-là sont empilés comme une espèce d'accord ensemble dans un moment unique qui est la case. Puis, honnêtement, tu ne peux pas faire ça au cinéma. Il faut que les éléments ne peuvent pas s'empiler comme ça. Il faut qu'ils soient dispersés dans le temps. Même chose à l'écrit. Il y a vraiment des propriétés uniques au comic. Puis si on veut que la BD perdure dans le temps, il faut lui donner un rôle plus singulier qu'un proto-TV show, là, un proto-film. Là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un film de... Bon, Watchmen est un bon exemple. Ils ont fait un film de Watchmen. C'est une histoire, avec des petits twists changés à la fin, là, discutables. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. C'est pour ça qu'il est important. Ce qui se passe, c'est que le film exclut toutes les espèces d'architecture complexe et juteux du comic. Et quand tu vois le film, tu ne peux pas te dire, bon, j'ai vu le film, pas besoin de lire le comic. C'est pas Harry Potter, là. Non, c'est deux expériences différentes. Tu passes complètement à côté de l'espèce de magie baroque, l'espèce d'architecture ahurissante qu'est Watchmen. Puis cette architecture-là,
est enchâssé dans le comique. C'est pas comme, ah non, si tu lis Harry Potter, il y en a bien plus dans le livre que dans le film, parce que là, il y a un subplot qui ont flushé. C'est pas ça, là. C'est la fabrique même. C'est comme une partie de l'essentiel de Watchmen, c'est aussi sa structure, tu sais, là. Mais bon, tu peux extirper l'histoire, faire un film. Mais de manière un peu indirecte, tu l'as vécu parce que pendant des années, tu as travaillé sur Swamp Thing. Et dans ta mise en place, et déjà ta mise en page, on n'était pas dans le gaufrier, on n'était plus dans les cases rectangulaires ou carrées, on était dans quelque chose de beaucoup plus fluide que tu as repris par la suite, que tu as réinterprété dans Wonder Woman Earth One. Mais Swamp Thing, là, ils ont fait un show de télé qui avait absolument rien à voir avec, par exemple, ton interprétation graphique que tu en as fait de Swamp Thing. Oui, puis d'une certaine façon, tant mieux, là. Je veux dire, ça servirait à quoi, tu sais? J'essaie de trouver un exemple de truc qui ne sert à rien. Il y en a beaucoup, Yannick. Il y en a beaucoup. Mais, tu sais, par exemple, voyons le truc The Restaurant at the End of the Galaxy, là, mais le premier livre de ça, c'est The Hitchhiker's Guide. Oui, okay? C'est ça. Ouais. Bon, superbe livre. C'est un de mes livres favoris. Genre, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. J'ai adoré cette affaire-là. Ils ont fait un film. Le film est assez fidèle, mais il apporte absolument rien. Tu sais, là. C'est comme il apporte aucun. Il n'y a pas comme une twist spéciale. Il n'apporte pas un nouvel éclairage. C'est comme, ah, non, c'est la même affaire. Tu sais, là. Tandis que peut-être quelque chose comme Lord of the Rings, si tu décides de passer au toast puis de le faire au complet comme Jackson a fait, mais là, tu peux rajouter ta propre palette. Puis des fois, ça peut même supplanter un peu le matériel original qui, bon, qui est encore le fun, mais il y a bien de la chanson. Puis il est peut-être moins, il est peut-être moins digeste pour le public moderne. Mais c'est ça. Moi, si tu changes de médium, va chercher les avantages que ce médium a là, puis laisse en arrière les avantages. En tout cas, si tu changes de médium, c'est correct que ça change. Ça pour dire ça. Là. Si c'est trop la même chose puis qu'il ne t'apporte rien de nouveau, ça ne sert à rien de le faire. Puis dans le cas de Swamp Thing, je ne l'ai même pas vu, honnêtement. Là, on me dit que c'était bon. Ça ne s'est pas rendu. Je devrais peut-être essayer de trouver ça quelque part. Je devrais me l'envoyer. Tu sais. Ça a été cancellé, là, ça fait. Oui, ça a été cancellé, je pense, après la première saison. Mais bon, tu sais, ça peut inspirer vaguement. Au cours de ta carrière, tu as travaillé avec des grands scénaristes, Alan Moore, il y a, Grant Morrison, entre autres. Et là, tu travailles sur l'Incal. Est-ce que pour toi, là, quand on t'a abordé pour reprendre l'Incal, est-ce qu'il y a eu un stress? Est-ce qu'il y a eu ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une anxiété ou il y a eu un désir de faire OK, c'est un matériel sacro-saint dans l'univers de la bande dessinée québécoise. Let's go, je me lance pareil. Ouais. Pour moi, c'est un peu à cause de Moebius. Là. Ouais. Oui, justement. Parce que là, tu es toujours en train de checker des pages de Moebius, tu fais comme, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Le travail qu'il a fait sur un cadre, c'est miraculeux, mais des fois, il y a des affaires qui semblent un peu plus accessibles graphiquement pour moi que des trucs complètement out there, là, comme le garage ou des trucs. Oui, le garage hermétique. Là. Des affaires qui sont tellement illustrativement mind-boggling que tu fais comme, OK. Cela dit, je ne dis pas que l'Incal, c'est facile. Ouais, il y a des passes dans l'Incal que c'est hallucinant. Fait qu'il y a ça, il y a cette pression-là de dire, OK, ben c'est sûr que le monde va toujours comparer. Puis, ce n'est pas fait du tout dans le même contexte. Moi, quand j'ai négocié avec les Humanos qui sont aux États-Unis ces temps-ci, ils ont comme une maison aux États-Unis, une maison à Paris. Puis, pour certains projets, comme l'Incal, par exemple, là, c'est les deux maisons d'édition qui travaillent ensemble là, pour essayer pour des questions de marché, j'ai l'impression. Là. Mais puis moi, ma demande, c'était, bon, OK, je vais faire un 120 pages en 1 an, mais je vais l'approcher en tant que comique, parce que 120 pages à l'européenne, dans des grosses... avec
avec du 12 cases par page. C'est comme, voyons donc, ça se peut pas. Fait que j'ai pris l'entente, c'est comme, on va approcher ça comique. Fait que c'est sûr que les Européens, quand ils vont comparer mon travail à Moebius, ce qui est inévitable, lui, il est allé faire ça en combien d'années, là, ces volumes de. Il a pris son temps. Bon, moi, c'est comme plus de la production, un peu plus. Fait que c'est sûr que déjà, je pars en plus perdant au niveau de juste l'horaire comme tel. Cela dit, dans mon cas, même si j'ai dit à tout le monde, là attendez-vous pas grand-chose, là, ça va être du comique. Là, ça va être une page par jour, puis bang, bang, bang. Au total, c'est devenu pas vraiment du comique. C'est devenu un peu entre les deux. Là. Graphiquement, moi, ça m'a permis d'explorer d'autres choses pour commencer. Tu baignes toujours dans du Moebius, tu baignes dans cet univers graphique-là. Fait que même si je n'essaie pas de copier Moebius, ça dépeint sur toi un peu. Toujours. Puis ça force à remettre en question certaines des affaires que je pouvais faire en comique. Ça permet d'explorer d'autres approches au niveau du rendu. Tout ça. Fait que graphiquement, c'est stimulant en tant qu'artiste de OK, on va essayer de travailler complètement dans un autre milieu, puis voir c'est quoi qui va rester de ça. Parce qu'évidemment, ça devient un combo de mes années de travail à l'européenne, à l'américaine, avec un peu de soupçon d'européen. Puis là, ça fait comme un peu de chimie, ça bouillonne un peu. Ça devient intéressant pour ça. Est-ce que tu serais tenté, un peu comme Denis Rodier l'a fait, par exemple? Hein? Denis Rodier a commencé sa carrière aux États-Unis. Il a travaillé dans l'univers du comics et ai-je encore besoin de dire qu'il est de l'équipe qui ont assassiné Superman en 80? On a besoin de le dire encore. Mais je le dis quand même, pour le bénéfice des gens. On va leur dire. Et ceci dit, depuis les années 2000, Denis Rodier a complètement quitté le milieu américain pour se consacrer à des œuvres qui sont publiées en Europe. D'ailleurs, on lui doit l'année passée La Bombe, qui a été un immense succès, et avec raison. Et ce qui est intéressant dans La Bombe, Yannick, c'est que Denis Rodier a dessiné 420 pages en un an et demi. Ouais. Alors, oui, mais donc, tout son travail, toute sa discipline à travailler dans les comics toutes ces années-là lui ont permis de réaliser ce pari impossible dans La Bombe. Est-ce que toi, par exemple, à la sortie de l'Incal, est-ce qu'on pourrait te voir à un moment donné apparaître aussi dans le milieu européen? C'est pas exclu. Voudrais-tu faire Gaston Lagaffe, là? Un revival de Gaston. Là, je fais déjà un revival de l'Incal. Au moins... dans le fond. Oui. On fait toute partie de... C'est l'heure des revivals. C'est fou parce que, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité de l'AF, qui travaille sur la marque de La Fontaine, qui travaille sur la... Super travail, hein? J'ai vu quelques pages de ça. Là. C'est très franquinesque, c'est impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant, mais là, évidemment, tu n'es pas sans savoir que l'Internet... Il y a un petit backlash de ça. Oui, j'ai vu. Mais moi, j'ai été surpris de ça. Sur mon fil Facebook, je pense que Denis a commencé à partager des trucs. Puis je fais, c'est bien hallucinant. Puis, c'est des laps en plus. C'est impressionnant, là. Ça vient d'ici. Puis tout ça. Puis j'étais comme, bravo. J'étais bien content. Puis après ça, sur un autre thread d'amis français, là, c'était comme, ça vargeait. C'était pas content parce que là, Franquin avait dit qu'il n'en voulait pas d'autres. Puis là, oui, pour les croque-morts, puis on est en train de, on y va contre. C'est sûr que, moi qui viens des comics, cette dimension-là de non, on ne peut plus faire des Batman, quelqu'un est mort, ou c'est pas, là, ça fait, c'est même, voyons donc, ça n'a aucun bon sens, là. Au contraire, il n'y a aucune raison pourquoi on ne continue pas à explorer, ou si le monde en veut, puis aime ça, personne n'est obligé d'acheter aussi. Puis, si toi, ce que Franquin avait dit, c'est important, faites-les pas. Il y a du monde qui n'ont pas acheté Watchmen, ils ont fait une suite de Watchmen. Pas beaucoup de Watchmen. 12 éclats.
Ouais, c'est Ah ça. non, Là, tu sais. Before Watchmen. Il y avait eu Before Watchmen Le à Before l'époque. Watchmen, OK? Ouais, ouais, ouais. Fait que des volumes, Straczynski en avait écrit. En tout cas, c'était du beau travail. Là. Il y avait des affaires super beaux là-dedans. Bande de Darwin Cook, c'était hallucinant. Là. C'est ça. Puis Ouais. il y avait Alan Moore qui avait dit ça n'a pas d'allure, puis c'était pas supposé, puis c'est du niaisage. Puis les puristes, puis les fans, moi je suis un fan d'Alan, j'ai dit, regardez pareil, là, je ne m'ai pas senti comme oh non, trahison. Là. C'est quoi? C'est pas une religion, cette affaire-là. Là. Puis si je me sentais de même, j'avais juste à pas les acheter, puis je pense qu'on me les a envoyés gratuitement, ça veut dire. Je suis correct avec Alan, il ne va pas m'envoyer des démons. Je les ai eu gratis, Alan. C'est pas moi, je ne voulais pas encourager ça. C'était très beau, ça veut dire. Ouais, j'imagine aussi que tu as moins de crainte de la réaction des lectrices et lecteurs parce que l'Incal, il y a eu d'autres séries. Il y a eu avant Ouais, l'Incal, il y a eu. non seulement ça, la drone en a fait un qui est superbe. Je veux dire, il y a eu d'autres personnes qui ont joué avec l'Incal. Puis en plus, dans notre cas, Jodo lui-même est allé dire OK, faites des autres Incals. Moi, je vais aller faire un film, mettez ça sur la table, voyez ce qui peut être fait avec ça, avec carte blanche. Je pense que il a approuvé une coupe d'affaires au niveau du scénario, au niveau des choix des artistes, dont moi. Fait que ça a été fait, tu sais. Mais il est dans le coup et il est content. Là. Fait que le monde, il ne peut pas arriver et taper sur le même clou avec Gaston. Je sais pas, il y a eu d'autres Spirou, là. Oui, ben oui. Émile eu... Bravo a fait une série extraordinaire là, qui se termine dans un tome. Là. Tout Ouais, à mais fait. c'est pas tu sais, est-ce qu'un coup que tout le monde est mort sur Astérix, on ferait plein d'autres Astérix? À prime abord, moi, je n'ai pas l'impression que c'est nécessaire. Ben, pourquoi pas, tu sais, si le monde, ils veulent le triper, ta boy, là. Il n'y a aucune raison d'arrêter. Là. Et donc, l'Incal, c'est prévu pour quand la sortie, Yannick? Je pense que c'est octobre, ou il faut que ça aille à l'imprimeur en octobre. En tout cas, c'est cette année, là. Mais c'est cette année parce que, corrige-moi si je me trompe, mais il y a une publication qui va paraître au Free Comic Book Day, non? Oui, des couple de pages. Bon. Donc, on aura un avant-goût de l'Incal. Un petit taste. Ouais. Un petit taste. Yannick, si tu avais le choix là, en bande dessinée, là, si après l'Incal, là, on te donnait carte blanche, on te disait tu fais ce que tu veux. Là. C'est que je choisis, mettons, de ne pas aller me coucher comme c'est la tendance lourde dans les Non, mais mettons qu'on te dit Yannick Paquette, tu peux dormir comme tu veux. Ouais. On te donne un chèque en blanc, là, tu sais. Ouais. Un personnage, une série, un univers que tu aimerais explorer en bande dessinée, ça serait quoi? Et, j'ai toujours de la difficulté avec ça parce que je n'ai pas un attachement au personnage comme tel. Alors, un univers ou un genre? Oui, mais je te dirais, j'aurais envie de faire des affaires à la Taupie, là. Tu sais, des pages ultra graphiques, super lents, avec genre un gars sur un chameau. Genre une roche. Mais awesome, bizarre. Ouais. Touche weird, le mec, un chameau, puis ça fait comme une composition. Puis tu tournes la page, puis c'est comme le gars, la grosse face du gars qui était sur le chameau qui dit un arbre. Tu sais, là, c'est ça. Probablement que c'est peut-être. C'est pas de la paresse, c'est genre juste un trip de graphique, puis d'espace, puis quelque chose qui n'est pas claustrophobique. Souvent, c'est ça, là, je me sens souvent pris graphiquement. C'est un peu de ma faute aussi, parce que mon langage, il perd détaillé, puis je me rappelle, cette semaine, j'ai fait une page dans un cadre où est-ce qu'il y a une fille sur un balcon qui explique à la foule qu'ils vont tous se faire tuer, whatever. Là. En tout cas, c'est dans une ville, puis là, il y a une foule. Là, j'ai fait comme je vais arriver, je vais faire comme. Je vais dessiner deux, trois bonhommes au début, là, au début de la foule, pour ça va être juste. C'est une plongée, fait que tu peux pas t'en sortir trop tôt, mais je vais dessiner pour ça va être juste être des ronds. Ça va être des têtes. Mon coloriste va faire des ronds de différentes couleurs, puis ça va faire l'illusion d'une foule. Passer la journée là-dessus, tu vas dessiner des petits bonhommes, des petits designs de OK, lui, il a un petit cacasse, lui, il a comme lui, il est gros, lui, il est bare chest avec un tattoo, puis lui, des petites affaires. Tu mets une petite case, là. Puis là, je fais comme, voyons, il n'y a pas une façon plus efficace, plus élégante de faire ça. Puis en plus, probablement qu'elle va parler par-dessus tout ce monde-là, anyway.
avec une grosse ballonne. fait que, mais c'est ça, j'étais pris là-dedans. Si j'étais mon propre créateur, puis je savais que j'étais pour me peinturer là-dedans, probablement que j'aurais choisi Double Splash Page avec le ciel immense, ce qu'elle peut parler, puis la foule en bas. Mais tu sais, dans le contexte de la page, j'ai comme pas trop le choix. Je me ramasse souvent, j'ai l'impression, peinturer dans un coin, à devoir faire ce que je fais, puis que ça va juste manger ma journée. Est-ce que c'est pas dû à l'outil que tu utilises aussi? Parce qu'avec la Cintiq, tu peux agrandir. C'est pas comme travailler sur le papier. Oui, oui, évidemment. Si je m'étais genre dit, OK, il faut que je fasse une foule sur un papier, puis tout ce que j'ai, c'est ce gros crise de Sharpie-là, ben, good luck. J'aurais probablement fait du tachisme, whatever, puis ça aurait comme semé eu l'illusion d'une foule, puis probablement que ça aurait été tout aussi acceptable, tu sais, là. Mais en effet, le digital me permet de laisser libre cours à ma maladie mentale, puis elle est full pin, puis elle est trop loin. Quoique, tu sais, j'ai développé plein de techniques pour essayer d'endiguer ça. Entre autres, les jeunes qui travaillent en digital, au début, ils se permettent de grossir et rapetisser leur brush, leur stylet, la pointe du crayon. Fait qu'ils ils peuvent décider que c'est un pixel ou un demi-pixel. Ben, un demi-pixel, ça ne se peut pas probablement, mais un pixel, là, ils décident. Comme ça, ils zooment out, puis ils se rendent compte qu'ils viennent de passer, ils viennent de mettre des dents à un gars qui sourit, qui est comme un demi-millimètre de haut. Là. Fait que, fait que ça n'a pas d'allure. Fait que le truc là-dedans, c'est de garder la grosseur du brush, la même grosseur. Moi, j'ai ma grosseur. Je sais que si je me suis rendu à utiliser cette brush-là, c'est que c'est le détail ridicule. Là. C'est genre, c'est le temps de mettre des cernes à une belle femme. Là. Fait que, faut pas que ça soit gros, mais ça donne une petite shape. Puis après ça, j'ai ma grosse broche horrible. C'est un double splash page, puis c'est un coup de poing qui t'arrive d'en face. Fait que là, le point, là, tu sors la grosse affaire qui beurre, là, qui fait un centimètre de large. Là. Là, fait qu'au moins, mes brushes sont fixes, ils ne changent jamais de grosseur, puis je sais qu'est-ce qu'ils ont de l'air un coup qui sont imprimés. Ça me permet si je zoome en malade sur une affaire, mais ma plus petite brush est 10 pixels de large, puis je vais me ramasser à travailler avec une espèce de grosse brush sur mon écran géant, puis c'est un petit reminder de non, Yannick, là, tu es beaucoup trop petit, là. Tu es allé trop loin. Oui, c'est le danger. C'est le danger de se perdre dans le dessin, en fait. Oui, puis ça rend ça moins efficace aussi. Là. Ouais. La technologie de Cintiq a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle au début, la définition était tellement poche que pour pouvoir savoir ce que tu dessinais, il fallait que tu zoomes. Pour savoir, voir que tous les pixels que. Tu sais, mettons, tu dessines, mais que tu zoomes super, super pas. Là, il y a des pixels qui sont registrés, sauf que là, c'est tellement dézoomé que tu ne sais pas trop c'est quoi qui. Là, quand tu ragrandis, ben, tu vois, OK, les affaires sont off un peu. Puis il y a des pixels qui sont à des drôles de place. Fait que, quand les définitions étaient très poches des Cintiq, il fallait que tu zoomes toujours super gros pour dessiner tout. Puis là, tu perdais le contexte. Puis ça, justement, créait des situations ridicules. Maintenant, avec les Cintiq modernes qui sont 4K, comme la mienne, tu n'as pas besoin de zoomer complètement. Il faut que tu zoomes quand même un petit peu pour être conscient de chacun des pixels qui viennent de se faire mettre. Puis des fois, quand tu zoomes, tu découvres, OK, il y a des espèces de petits artefacts, des petits pixels que j'avais mal effacés. Fait qu'on s'approche de ça. Mais le rêve, dans le futur, là, je parle du futur. On va avoir des implants dans la tête, on va être tous des robots. Mais juste avant, il va y avoir des Cintiq 8K où là, il n'y aura aucune différence avec un papier, mais que tu peux zoomer sur ton papier. Tu sais là? Fait que là, tu pourrais décider de travailler grosseur normale, comme je travaillais quand j'étais jeune sur papier, puis déjà faire les calculs de réduction de OK, ce gars-là, il est rendu trop petit, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de face. C'est juste un rond. Parce que tout de suite, tu le vois dans un contexte d'espace. Des gars comme Mike Mignola, tu regardes Mike Mignola, son threshold, c'est quand le gars n'a pas de face, il arrive très vite. Tu sais, là. À partir du on regarde, plus ça va, plus ça arrive vite, en fait. Là. Quand tu regardes les derniers Hellboy and Hell, mettons, là, des personnages qui ont plus de visage ou que leur visage, c'est genre une ligne, il est quand même assez gros encore. Là. Mais
Mike, dans son espèce de processus de réduction puis de minimalisme, sent émotivement que, OK, gros de même, c'est correct, pas de face. Puis d'ailleurs, ça marche très bien. Tu te poses pas la question, c'est quoi ça? Ce gars-là, il a perdu son visage. Où son nez? What the fuck? Tu vois que, OK, non, c'est une silhouette. Puis bon. Fait que ça fonctionne très bien parce que tout est pas mal, tout est parfaitement équilibré, en fait, là. Puis c'est souvent le danger avec du digital, c'est que là, tu perds certains de cet équilibre-là qui vient naturellement en regardant continuellement ta page dans son ensemble. Oui, parce qu'au final, la bande dessinée, le dessin est non seulement au service de l'histoire, mais le découpage est là pour la lisibilité. Mm-hmm. Et le danger, c'est, comme lecteur, lectrice, de se perdre dans le dessin, alors qu'on nous raconte une histoire. Donc, comme tu dis, il y a vraiment un équilibre. Ouais. Moi, j'essaie de faire des dés qui marchent des deux façons. Genre que tu pourrais lire Wonder Woman toute d'une traite. Ça prend pas tellement de temps parce que Grant, il y a des pages complètes, il n'y a pas de dialogue ou qu'il a dit deux affaires. Tu sais, tu peux clencher mon 3 ans de travail en un après-midi. Là, tu sais, là. Bon. Mais après ça, tu peux le reprendre puis t'attarder à trouver tous les dessins et tout. Là. Fait que ça peut être lu en deux temps. Là. Mais il y a certains artistes, même du monde que j'admire énormément, que même la première approche semble difficilement, c'est difficile à décoder l'image tellement qu'il y a du stock. Puis là, tu fais comme, OK, tu ne peux pas lire ça un après-midi. Là. Comme des affaires de J.H. Williams, par exemple. J'adore J.H. Williams, je suis un super gros fan. Il y a certains trucs de G.H., tu ne peux pas faire une première lecture rapide de G.H. Williams. C'est tout ou rien. Il faut que tu saches tes rendus où dans la page. C'est du décodage beaucoup. Ça prend de l'énergie au lecteur. Tant mieux, là, je veux dire, je ne suis pas contre ça. C'est juste que moi, j'essaie d'aussi obtenir une espèce de fluidité plus instantanée. Comme par exemple, quand je recevais de DC, tous les comics que DC publiait, j'y reçois. Quand j'étais exclusif, c'est pour ça que je ne reçois plus vraiment, parce que plus personne ne reçoit ça, on reçoit nos propres comics. Mais pas ceux des autres. Mais quand je recevais ceux des autres, je pouvais regarder, disons, tu sais, j'ai feuillé tout pour voir le dessin. Ah ouais, tel personnage, il a slacké, il n'est pas payé, il est en forme. Là. Mais quand je tombais sur du Greg Capullo, c'était tellement facile. Tu fais juste lire une petite. Ah, qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là? Il dit telle affaire. Puis là, tu te rends compte que tu as lu 6 pages. Et ça va bien, tu sais, ça roule, ça t'embarque, puis tu pars avec, tu sais. Parce que il n'est pas là pour t'arrêter avec check la ville. C'est du Jeff Darrow, là. Ouais. Là, il n'est pas là pour ça, là. Il est là pour que ça roule. Ouais. Mais ça reste intéressant. Comme. Du monde comme John Romita Jr., j'imagine, ça peut être le même principe. Là. Le dessin, c'est du storytelling de base. Des fois compliqué dans l'angle de caméra. De moins en moins compliqué, honnêtement, dans le cas de John. Oui. Mais il y a l'avantage qu'il n'y a pas de flop-flop, puis c'est comme, OK, tu as une histoire à raconter, ça c'est bang, 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 puis c'est l'histoire qui est en premier, puis c'était parti, là, puis c'est juste, ça coule comme de l'eau, là. Peut-être éventuellement, je devrais essayer au moins un projet dans ce style-là. Puis c'est un des fantasmes que j'avais essayé pour briser justement le monde Jeff Darrow-esque dans lequel je me suis comme peinturé dans un coin, de dire, OK, je vais faire un comic, je vais trouver une histoire qui me tente de raconter. Ça va être 120 pages, mais je vais le faire en 2 mois. Je fais genre garrocher les affaires. Tu sais, juste, au pire, tu ne le publies même pas, là, parce que c'est pas regardable. Mais tu sais, il y a beaucoup de styles graphiques ces temps-ci qui permettent ça. Là, puis moi, tu sais, quand je parle à Raphaël Albuquerque ou du monde de main du monde qui sont vraiment impulsifs, qui sont vraiment. Ils sont comme, ah non, man, je suis paresseux, je n'ai pas le temps de niaiser avec ça. Puis ils m'admirent, moi, pour ma patience, tu sais. Mais moi, je les admire pour leur daringness, d'y aller au toast, puis faire comme garrocher ça là, puis passer à d'autres pages. Là. Ouais. Donc, on s'admire pour des raisons inverses, tu sais, là. Mais éventuellement, ça devrait être un exercice, un genre de thérapie, honnêtement, là, de débarquer là-dedans, puis m'obliger à faire 120 pages en 2 mois, puis que l'histoire, en fait, c'est ça qui soutient l'intérêt, parce que
ne vais pas blesser des writers que j'ai travaillé avec. La plupart ont été très, très bons, mais en comique, des fois, tu as des histoires que c'est comme, ben là, pourquoi ça se raconter cette histoire-là? Là? C'est-tu émouvant? Ça rapporte quelque chose à l'humanité? Ça ne rapporte rien pantoute. Fait au moins, graphiquement, je vais en donner pour ton argent. Là. Fait que tu es là pour te vautrer dans l'image. Puis l'histoire devient genre un prétexte pour ça. Là. Fait que j'ai jamais travaillé à la Steve Dillon, genre, là, parce que l'histoire est bonne, puis là, Steve, il est très bon comme storyteller, mais il n'est pas là pour impressionner la galerie à chaque page, là, tu sais, là. Non, ça roule, là. Ben écoute, en attendant qu'on puisse te voir dans un style relâché, on te souhaite, moi, je te souhaite un grand succès avec l'Incal. Je suis très, très curieux. J'ai très hâte de lire ça. Mm-hmm. Je te souhaite beaucoup de sommeil. Oui. Puis du spa, là, tu sais. Du bon spa. Je vais dormir dans le spa, je vais combiner ça. On va me retrouver noyé dans mon spa, heureux. Yannick Paquette, merci beaucoup de ton temps. C'est très apprécié. All right. Attention à toi, là. Pour suivre Yannick Paquette, rendez-vous au yannickpaquetteblog.wordpress.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca. À bientôt.